Bonjour à tous, je pense qu'on va pouvoir commencer cette discussion aujourd'hui, ce matin, sur les effets de l'IA sur l'emploi. Je tiens à vous dire que cette conversation va se faire à la fois en français et en anglais. Certains de nos intervenants étant francophones ou parlant très bien français et d'autres étant anglophones. Donc on va un peu passer de l'anglais au français. Donc si vous avez besoin d'interprétation, il faut prendre le petit headset de traduction qui vous est disponible. Voilà. Alors, nous avons aujourd'hui, pour parler de cette question de l'IA et de l'emploi, je suis entouré par 5 intervenants qui vont apporter des perspectives tout à fait complémentaires. Je vais commencer par Yann Czernicki, qui est le directeur du département économie et innovation de la Fondation Konrad Adenauer, qui est politologue de formation et qui travaille sur les enjeux économiques internationaux, l'innovation et les politiques publiques. À ses côtés, nous avons Mathieu Courtecuisse, qui est fondateur et président de SIA, l'un des principaux cabinets internationaux de conseil en management et en IA. Et il accompagne depuis de nombreuses années les entreprises dans leur transformation numérique, et notamment pour l'adoption de l'IA. À ses côtés, nous avons Chukwuka Onyekwana, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, directeur exécutif du Center for Study of the Economies of Africa au Nigeria, qui est économiste reconnu. Il travaille sur le développement économique, les compétences, la productivité et les défis que les nouvelles technologies représentent pour les économies émergentes. À ses côtés, nous avons également Dora Meredith. Dora Meredith qui dirige ODI Europe, l'antenne bruxelloise du think tank mondial ODI Global, dont elle pilote la stratégie européenne, et elle était auparavant directrice des programmes de l'Institut for Future of Work. Et enfin, nous avons Rosamund Sibel, qui se signifie à l'instant, qui est directeur à Lantern Associates. Et Rosamund était auparavant responsable des activités de conseil de l'International Institute for Strategic Studies. Elle est spécialiste des risques géopolitiques et géoéconomiques, et elle nous aidera à replacer l'IA dans un contexte international géostratégique. Bienvenue à tous et merci de participer à cette discussion. Alors, je vais essayer de cadrer un petit peu le débat sur ces enjeux de l'IA et de l'emploi, et j'ai envie d'avoir un peu deux angles qui vont être les deux angles des questions que nous allons poser. Le premier angle, c'est vraiment un angle économique. Qu'est-ce qu'il faut attendre de l'IA et de ses effets sur l'emploi? On entend beaucoup de choses sur l'IA, des prévisions parfois catastrophiques. L'IA va remplacer tous les emplois très rapidement, que les effets vont être absolument massifs, souvent véhiculés d'ailleurs par les entreprises qui développent l'IA ou leurs patrons. Mais l'analyse économique est beaucoup plus complexe que ça. On sait que l'IA a un potentiel certes de remplacement d'un certain nombre de tâches, voire de certains emplois, mais aussi un potentiel d'augmentation du travail humain pour augmenter la productivité. Et donc, il y a deux effets qui jouent dans le sens inverse pour les économistes. Un effet qui peut augmenter la productivité des travailleurs, et ça peut être bon pour le développement de l'emploi, et un effet qui peut être un pur effet de substitution, qui peut être négatif pour l'emploi, et tout l'enjeu est de savoir où est-ce que les entreprises, comment est-ce que la technologie va être utilisée, ce que les entreprises en font, où est-ce qu'on va tomber dans cet équilibre, hein, quel va être l'effet net. Jusqu'à présent, les révolutions technologiques ont eu plutôt un effet global positif sur l'emploi, mais on sait qu'elles ont aussi des effets de distribution pas neutres du tout, hein. Il y a des perdants et des gagnants, donc ça fait partie des questions qu'on pourra aborder.
Le deuxième aspect, c'est l'aspect géopolitique. On l'a vu il y a quelques semaines avec l'interdiction par les États-Unis de l'utilisation du modèle Fable et Mythos 5 d'Anthropic aux non-résidents américains, ensuite qui a été étendu d'ailleurs plus largement, mais on a l'impression qu'effectivement on a une distribution géopolitique très inégale, avec un pouvoir dans la main de soit quelques pays ou un pays et quelques entreprises seulement. Et donc, ça pose des enjeux de souveraineté extrêmement importants. Ça va bien au-delà, d'ailleurs, de l'utilisation uniquement des modèles. Ça pose aussi la question des données, de l'accès aux données, de leur stockage, de leur sécurité. Ça pose la question des investissements. Et donc voilà, je dirais les deux angles que je voudrais aborder. Donc, je voudrais commencer par le premier angle, revenir sur la question du travail et de l'emploi, et pour vous demander, vous, ce que vous observez et comment vous pensez le problème de l'effet sur l'emploi. Yann, sur cette évolution et sur le rythme de la transformation, quel est votre point de vue sur ces effets sur l'emploi? Oui, merci. I speak English, sorry. No, not French. Merci. Alors, pour commencer, je dirais qu'à l'heure actuelle, nous n'en sommes qu'au début de l'adoption de l'IA. Ça a l'air un peu étrange parce que c'est vrai que ça fait maintenant quelques années que nous parlons du sujet. Mais cependant, on ne peut pas voir l'ensemble. Nous n'avons pas assez de données pour analyser la situation. Bien sûr, on peut s'attendre à des transformations, comme vous venez de le dire. Ça amène des changements, la transformation. Il y a certains secteurs qui vont changer plus que d'autres. Des emplois pourraient être détruits, d'autres créés ailleurs. C'est ce qu'on voit un peu partout, d'ailleurs. Mais ce n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, c'est-à-dire la pression sur l'emploi de façon générale. Il y a des effets de remplacement pour ceux qui adoptent l'IA rapidement, et il y a des sociétés qui utilisent déjà, par exemple, du logiciel intelligent. Et dans ce cas-là, il est facile d'être plus productif si on utilise l'IA. Si vous êtes dans le logiciel, c'est facile plutôt. Votre code, vous le mettez dans ChatGPT, et puis vous le demandez un débugage, ça le fait plutôt pas mal. Et dans ce cas-là, il y a un lien avec l'emploi. Et c'est déjà fait d'ailleurs, ça. Et ça marche notamment pour les jeunes programmateurs. C'était difficile de trouver un emploi il y a quelques années. Bien, ça c'est nouveau, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer pour les gens qui perdent l'emploi quand ils étaient bien payés, quand ils seront au chômage. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont s'adapter différemment par rapport à d'autres personnes qui avaient perdu l'emploi, qui étaient par exemple des ouvriers qui n'étaient pas spécialisés. Et voilà, je m'arrête là pour l'instant peut-être parce que je ne veux pas être trop bavard et laisser la parole à mes collègues. Ça, c'est un nouvel effet. Et deuxièmement, on ne sait pas trop ce qui se passe du côté industriel, les secteurs industriels. Si vous êtes dans une cimenterie, par exemple, c'est plus difficile. Vous ne pouvez pas demander à ChatGPT d'améliorer le processus industriel. Donc, c'est les gens qui font les choses. Et là, il n'y a pas eu trop d'effets sur ce qu'on appelle les secteurs industriels aujourd'hui. Mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'effets sur les secteurs industriels? Bon, sûrement moins que du côté programmation, etc. Mais on va voir. Il faut encore attendre. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est le plus visible, c'est-à-dire l'IA tirée des grands modèles de langage versus le développement d'une IA qui est plus complexe, qui est plus adaptée aux entreprises, voire une IA du monde réel qui est en cours de développement. Il y a aussi des limites à ce que les modèles de langage, les grands modèles de langage peuvent faire. Mathieu Courtecuisse, vous qui conseillez les entreprises, qu'est-ce que vous observez sur le rythme d'adoption et sur la manière dont les entreprises utilisent aujourd'hui l'IA? Quels sont les effets sur l'emploi? Est-ce qu'elles modifient les process de production, de fonctionnement? Qu'est-ce qui se passe au niveau des entreprises? Tout le monde est en train de s'apercevoir qu'on rentre dans une ère de l'abondance de l'intelligence, c'est-à-dire ce qui était une matière rare devient une matière abondante. Et donc, la traduction de ça, donc on est dans une espèce de Spotify de l'intelligence, en fait, où on peut consommer de l'intelligence de façon beaucoup plus facile qu'avant. D'un point de vue
postes de travail, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Un, c'est la redistribution entre les tâches supervisées et la supervision. C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à la fin de l'exécution par des humains des tâches supervisées. Et ça veut dire que chaque personne, en particulier qui sont dans des positions de col blanc, devront se positionner immédiatement en tant que superviseurs. Et ça veut dire qu'on va tous piloter des agents, des dizaines, des centaines, des milliers d'agents qui vont nous aider dans la conduite de nos travaux. Donc, ce qui pose un problème spécifique pour la courbe d'apprentissage des plus jeunes, puisque en fait, ça veut dire qu'ils doivent immédiatement, pour être, je dirais, valables dans le marché de l'emploi, immédiatement dans une posture de supervision et non pas de superviser. Alors qu'on avait historiquement 3, 5, 10 ans pour apprendre dans une logique d'être supervisé pour devenir superviseur. Donc cette étape-là est en train de disparaître. Après, on assiste à finalement une rebalance entre les cols blancs et les cols bleus. Depuis 20, 30 ans, en fait, les économies, en particulier occidentales, se sont énormément bureaucratisées. En fait, on a créé énormément de jobs bureaucratiques et l'IA est une arme à tuer les jobs bureaucratiques. Et le système éducatif européen, américain, a été pensé pour envoyer les jeunes vers des jobs bureaucratiques. La compliance, tous ces trucs autour des règles, en particulier l'Europe est assez bien placée en la matière. Et là, d'ici quelques années, il n'y aura plus de jobs bureaucratiques. Voilà. Alors ça pose aussi une question on ne travaille pas qu'avec des entreprises, aussi on travaille avec des administrations publiques. Il y a des États qui commencent à faire des plans sans fonctionnaires, d'administration sans fonctionnaires. Et donc, ces jobs bureaucratiques, évidemment, ils sont à risque. Alors, pour autant, il y a plein d'opportunités nouvelles qui se créent. Et après, c'est à chacun de définir ses parcours, sa logique de compétences, l'esprit critique, la capacité à devenir polymathe, c'est-à-dire avoir une capacité de maîtriser plusieurs domaines métiers en parallèle, sont des ressources absolument critiques pour la suite. Et puis, évidemment, la créativité, le retour aux sciences dures. Et ça aussi, ça fait partie des arbitrages qu'il faudra prendre en termes de système éducatif, parce qu'il est intolérable aujourd'hui de maintenir un système éducatif qui n'est pas profilé par rapport à ce qui va être nécessaire dans l'économie d'aujourd'hui. Donc on assiste à une ère absolument formidable, avec des gains de productivité qui seront spectaculaires. Et là, donc moi j'habite aux États-Unis, donc je vois avec inquiétude l'écart qui est en train de se former entre la productivité aux États-Unis et en Europe, et ça on pourra en rediscuter. Bien sûr, ouais. Mais c'est une forme de condamnation à la paupérisation de l'Europe s'il n'y a pas une réaction qui se fait de façon assez rapide. Très bien. Mais de ce point de vue, d'ailleurs, c'est vrai qu'on voit un rebond très important de la productivité aux États-Unis depuis 2-3 ans. C'est que le début. C'est que le début. C'est que le début, avec une adoption de l'IA qui est importante, et un des gros sujets en Europe, c'est adopter l'IA et la mettre en place dans les entreprises. C'est un des gros enjeux. On va prendre une perspective un peu différente, slightly different review. Nous allons prendre une perspective différente. Pour vous, Chukwuka, parce que vous habitez en Afrique, Chukwuka, et là, l'Afrique est le continent vraiment où il y a plus de croissance démographique, avec beaucoup de jeunesse notamment, beaucoup de jeunes. Et il y a beaucoup d'emplois dans les services. Et quand on regarde les emplois dans les services aux entreprises, notamment, parce que là, il y a beaucoup d'emplois à la clé pour les jeunes, eh bien, il y a cependant un risque, c'est que tout cela sera automatisé par l'intelligence artificielle. Qu'avez-vous à nous dire concernant justement les risques sur le continent africain, mais également, pouvez-vous nous parler des opportunités? Commencer, ce n'est pas la première fois qu'il y a des perturbations liées à la technologie. Nous l'avons vu avec la vapeur notamment, nous l'avons vu avec l'électricité, le moteur à vapeur. Avec l'IA, c'est la question de la vitesse, la diffusion rapide dans tous les secteurs de l'industrie et à tous les niveaux, notamment les effets sur l'emploi. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça dépend de la tâche et ça dépend de l'emploi notamment qui est disponible dans l'économie. Et l'IA va peut-être remplacer les tâches routinières et prévisibles.
par exemple, les données pour les évaluations de situation, par exemple, ou les tâches que j'appellerais des tâches routinières. Mais lorsqu'il y a besoin d'interaction humaine, de créativité, de dextérité physique, là, ces emplois sont moins exposés à l'IA. Donc, nous voyons parfois des baisses d'emplois en Afrique notamment, mais à court terme, mais à long terme, je crois que ce qui risque fortement d'arriver, c'est que l'IA va créer de nouveaux profils d'emploi. Par exemple, les scientifiques du numérique, les spécialistes de la gouvernance de l'IA, la cybersécurité et des emplois similaires. Mais pour l'Afrique, puisque nous parlons de l'Afrique, et pour prendre l'angle positif, nous pensons que les jeunes africains adoptent de plus en plus la transformation numérique et vont s'approprier l'IA dans l'industrie. Cependant, l'Afrique a encore des problèmes d'infrastructures, avoir accès à des données de qualité, et nous avons également des pénuries de certaines compétences. Il faut donc reformer certaines personnes, il faut aussi les reconvertir pour que l'on utilise beaucoup mieux l'IA. Donc l'IA, bien sûr, a une incidence sur le marché numérique avec des distorsions, et ça c'est certain. Cependant, il faut être conscient de ces changements et donc forger des politiques publiques pour s'assurer qu'on utilise l'IA pour améliorer la productivité de façon efficace. Donc, meilleure efficacité des secteurs industriels. Merci. Dora. Nous avons vu qu'il y aura bien sûr des effets. Les effets vont varier d'une personne à l'autre. Ça dépend des profils et des secteurs de l'économie. Même si, bien sûr, l'effet net est encore assez incertain, il y aura beaucoup de changements. Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet? Et du point de vue politique publique, que pouvez-vous dire? Déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse d'être parmi vous pour cette table ronde. C'est superbe. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit déjà. Et je pensais à d'autres choses alors que je vous écoutais, alors que nous commencions ce petit débat. Et vous savez, ce qui compte, c'est pas simplement qui va gagner cette bataille, qui sont les gagnants, les perdants. Ce qui compte, c'est qui prend les décisions et que fait cette technologie. Et concentrons-nous aussi sur ceux qui vont en bénéficier. Alors, premièrement, la conception même de la technologie, comment nous l'utilisons, c'est un choix des pouvoirs publics et par les entreprises. C'est un choix politique et c'est un choix des gouvernements qui aident ces sociétés à s'ouvrir à ces technologies de l'IA. Acemoglu, notamment, a écrit beaucoup concernant le sujet et ce qu'il nous dit, c'est que les mêmes technologies sous-jacentes qui sont conçues pour l'instant pour un déplacement des travailleurs pourraient être conçues pour les augmenter, ces travailleurs et ces employés. C'est une question de choix. C'est à nous d'avoir ces débats publics pour savoir si c'est la décision à prendre ou s'il faut dire aux financiers de ces entreprises et aux entreprises elles-mêmes, attention, vous avez une responsabilité pour les sociétés et les économies que nous voulons à l'avenir. Il faut tout concevoir en pensant à l'humain et à l'épanouissement de l'humain. J'ai une deuxième chose à dire à ce sujet, et j'y pense d'ailleurs à l'instant. Vous savez, il ne s'agit pas simplement d'emploi, il s'agit de savoir, de connaissances, comme vous l'avez dit. Et c'est vrai qu'il y a de nombreux débats concernant les déplacements d'emploi ou de personnes, mais si l'IA de plus en plus nous permet d'analyser, de faire des rapports, c'est bon pour la recherche, c'est pour avoir des points de vue dont la société a besoin, eh bien, elle est formée, l'IA, sur peu de matière, mais créée par les êtres humains. Et dans ce cas-là, le système reconsomme les intrants qui ont servi à former la machine. Et ça, c'est un problème aussi pour nous, parce que ce qui peut se passer, c'est qu'il peut y avoir des effets sur notre capacité à penser, à critiquer les choses que nous voyons, d'avoir cet œil critique. Mulz a parlé de la liberté. J'ai relu ce qu'il a écrit. Si vous connaissez le texte, il nous dit « Afin d'avoir la connaissance, il faut des débats publics pour pouvoir en parler. » Et c'est vraiment important d'avoir ces débats publics.
Et vraiment, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est vrai, quand on regarde ce qui se passe lié à l'IA, il nous dit, Mel, que si, par exemple, vous avez une vraie conclusion, si vous la prenez et vous faites confiance, plutôt que d'y réfléchir, plutôt que d'essayer de la défendre, cette conclusion, dans ce cas-là, vous avez un dogme qui est mort. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous défendre, vous ne pouvez pas vous adapter. Et cela vient de la pondération des éléments probants. Et c'est ce que je vois notamment, c'est le risque là, lorsqu'on déploie l'IA aujourd'hui. C'est-à-dire, si le modèle vous donne une analyse comme produit fini, tout est déjà en place, assemblé, et vous l'appliquez à d'autres secteurs. Et dans ce cas-là, vous n'avez plus cette friction nécessaire, c'est-à-dire l'analyse critique et l'engagement, si je puis dire. Et c'est essentiel pour les êtres humains, parce que c'est comme ça que les humains créent le savoir et qu'ils apprennent. Donc, pour revenir à la question que vous nous avez posée, je crois que, bien sûr, le marché de l'emploi, c'est une question très importante. Je suis complètement d'accord avec vous. Cependant, il faut beaucoup plus de discussions, de débats publics pour la conception des technologies, l'utilisation de la technologie et voir comment nous concevons tout cela pour ne pas aller à l'encontre de nos propres compétences qui sont essentielles, qui sont importantes, pas simplement pour l'économie, mais pour nous en tant que société. Before Rosamund, avant de passer à l'aspect géopolitique, on parle beaucoup, par exemple, de réglementation de l'IA en interne ou à l'international. Il y a beaucoup de discussions sur une IA fiable, comment réguler ces modèles. Alors, comment ces discussions peuvent-elles être utiles d'un point de vue d'effet distributif de l'IA en termes de marché du travail et de revenus? Quelle est votre position sur ce débat, à savoir le chômage et les revenus? Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. En termes de réglementation et de politique, il est fort intéressant de constater que la réglementation et la politique sont le théâtre de conflits. Il y a quelques semaines, si vous avez vu ça et vous avez évoqué la suspension du modèle le plus puissant d'Anthropic aux États-Unis avec un préavis de 90 minutes. Alors, cette interdiction a été levée il y a quelques jours, selon les termes dictés par Washington, mais cela montre en fait le schéma de dictature et d'imposition des règles américaines. C'est comme, et d'ailleurs, pour cela, on pense à l'IA, à l'OpenIA, ChatGPT 6 a été aussi limité et seuls certains partenaires ont pu y avoir accès. La semaine dernière, l'UE a signé le pacte Silica, mais tous ceux qui ont signé ont aussi eu des restrictions vis-à-vis d'Anthropic et de sa technologie. Donc, le fait d'être assis à la table ne vous permet pas d'être protégé. La réglementation, c'est un instrument, outil de conflit. Donc, il ne s'agit pas simplement de réglementation, mais il y a aussi des conflits connectiques, comme on l'a vu dans le Golfe. On a des data centers au Bahreïn qui a été touché notamment. Et quand on parle de stratégie, de contexte stratégique plus global, il y a une compétition importante en ce moment entre les modèles de l'IA dirigés par la Chine. Vous avez les sources d'OpenIA qui ont été verrouillées et Pékin pense qu'en fait, on va avoir des restrictions, on va avoir tout le système de l'IA qui va être ancré et il va y avoir des dépendances parce que la Chine va être allée partout. Par contre, les États-Unis souhaitent faire des restrictions. Donc, attention, les deux ne peuvent pas gagner. Il y a une bataille qui fait rage. Il va y avoir un conflit politique et technologique. Et donc, la question qu'on va se poser, c'est quel système va-t-on bâtir? On en parlera plus tard. Oui, oui. J'ai une question, si vous permettez, que je voudrais adresser à l'ensemble d'entre vous. Qu'est-ce qui est le plus urgent d'un point de vue des gouvernements aujourd'hui? Que faut-il adapter en urgence face à cette nouvelle situation en matière d'IA? Est-ce qu'il faut investir avant tout, éduquer?
qu'est-ce qui doit être en haut de l'ordre du jour pour la main-d'œuvre, pour être sûr de bénéficier de cette révolution? Peut-être, Mathieu, vous avez des idées à ce sujet, vous pourrez prendre la parole en premier. Mais à vous tous, je vous pose la question. Donc, non, mais en fait, à un macro level, ce qui est en train de se passer, c'est que toutes choses égales par ailleurs, si on prend les tâches des cols blancs, alors c'est pas un risque à l'automatisation. Vous avez dit risque, c'est une opportunité. Et qui a envie de faire un job qui est potentiellement répétitif, très pénible en vérité? C'est une opportunité. Le risque, il n'est pas là. C'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, peut-être que grâce à l'automatisation, on va automatiser 10, 15, 20, 30, 40% des tâches aujourd'hui qui sont réalisées par des cols blancs. Mais ça, c'est une opportunité. Et après, l'économie, elle est censée la redéployer. Le problème, c'est que c'est 20, 30, 40% de la masse salariale européenne qui va être transformée en token américain. C'est ça le risque. C'est-à-dire qu'en fait, on a quelque chose qui était fixé sur notre territoire et qui s'en va dans des infrastructures américaines. Et ça, très concrètement, en termes de balance commerciale, et on a commencé déjà à le voir dans les chiffres qui commencent à être publiés mois après mois, c'est 100, 150, 200 milliards de création de PIB, en fait, de cash européen qui part aux États-Unis, dans une infrastructure qui est financée à 1 trillion par an. Okay, donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est la workforce européenne qui se transforme en token américain. On est vraiment là-dedans. Alors, le problème, c'est que, donc, par rapport à l'urgence qui est donnée, c'est que ce sont des coups partis depuis déjà un certain nombre d'années. Et que je voyais un candidat putatif du Bloc central qui disait on va investir 50 milliards d'ici 2040. Bon, là, les Américains auront investi probablement 15 à 20 trillions d'ici 2040. Bon, donc il y a quand même un problème d'échelle. Donc oui, il y a deux urgences, mais relativement immédiates. Il y a un sujet d'infrastructure. Quand on discute aux États-Unis, qu'on dit que la France est en situation de surplus électrique, ils vous regardent avec des yeux écarquillés en disant mais comment est-ce possible dans le monde en 2026 que la France soit en situation de surplus électrique? Comment est-ce possible? D'accord, ça veut dire qu'on n'a même pas réussi à connecter des infrastructures et à mobiliser l'épargne là-dessus. Donc, bah oui, il y a un sujet de financement qui est énorme et il y a des choses qui sont à faire de façon immédiate, pas dans 3, 5 ans. Alors, les Allemands commencent à prendre le tournant avec la mise en place des fonds de pension, mais il y a une urgence à mobiliser l'épargne vers des sujets d'infrastructure. Puis après, il y a le sujet éducatif. Qui est un sujet beaucoup plus complexe en réalité à entraîner, mais ça veut dire qu'il va falloir assumer le fait de réduire, par exemple, les études universitaires en termes de durée. Ça n'a aucun sens aujourd'hui de laisser des gamins pour faire ce qu'on appelle le LMD 3, 5. Ça n'a plus aucun sens. Si on veut préparer les jeunes à ce qui est en train de se passer, il faut les envoyer sur le terrain le plus vite possible. Il faut mettre un terme à cette course à l'échalote qui consiste à laisser les enfants le plus longtemps possible dans un système universitaire qui, en plus, n'est pas adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Pas adapté du point de vue de son contenu, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de contenu soit scientifique, soit créatif, soit on n'apprend pas à essayer de leverager l'IA. Pourquoi est-ce que c'est pas adapté? Il y a un sujet de contenu, il y a un sujet de méthode éducative, il y a un sujet de nombre. Les États-Unis, sur une classe d'âge, c'est 50% qui vont dans le système universitaire. La France, c'est 70%. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce que les Français sont plus intelligents que les Américains? Je crois pas. Hein. Donc, en fait, en tout cas, le croire, c'est, à mon avis, une forme d'arrogance. Donc, en fait, il faut se resituer là-dedans. Donc, il faut remettre de l'argent dans ces filières, mais aussi être plus sélectif dans la façon de le faire. Et pour pouvoir faire un enseignement de qualité et multiplier les formations pratiques, que ce soit les stages, les internships, les jobs, avoir une flexibilité du monde du travail pour embarquer les jeunes dans cette situation, parce que sinon, au lieu d'avoir une génération, aujourd'hui, on a une génération qui est nativement AI, on va avoir une génération sacrifiée. Et donc, en fait, il y a une urgence, oui, il y a une urgence éducative qui n'est pas du tout prise en compte à date. Yann, quel est votre point de vue là-dessus, sur ce qu'il faut faire de manière urgente pour éviter cette génération sacrifiée, pour s'assurer qu'on essaie d'utiliser au mieux l'IA
et son potentiel. Oui, Ce que je voulais dire, c'est que en matière d'infrastructure éducative, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut refaçonner notre système éducatif et repartir de zéro. Il faut changer ce que nous apprenons. Et les gouvernements doivent investir dans l'éducation, et seulement dans l'éducation, mais aussi, pas seulement dans l'éducation, mais aussi dans la formation, dans l'apprentissage tout au long de la vie, parce qu'il faut qu'au sein de notre poste de travail, on puisse apprendre de nouvelles choses. Mais je ne crois pas que les gouvernements et l'Europe doivent investir dans des infrastructures pour le moment, parce que si les gains de productivité sont aussi élevés qu'on entend aujourd'hui, les sociétés privées pourront investir là-dedans, et sinon, elles ne le feront pas. Et s'ils ne voient pas un marché, alors ils n'investiront pas là-dedans. Il peut y avoir une pression des autres pays, surtout des États-Unis, parce que pourquoi on investirait dans un marché qui est déjà dominé par les autres et que les autres ne peuvent pas percer? Je l'ai déjà dit auparavant. Il faut se protéger contre la domination d'autres pays sur une industrie donnée. Donc, la solution peut être de dire, OK, on doit être un marché mondial, et si quelqu'un nous domine, on va subventionner des milliards, des trillions, des billions. Et puis, il faut donc regarder les modèles tels qu'ils sont. Et je ne veux pas parler de protectionnisme en Europe, bien sûr, tout est lié. Mais quand même, la domination d'autres pays comme la Chine, les États-Unis, ça doit être perçu avec du recul. Et il faut avoir une meilleure éducation. Donc vous dites l'éducation d'abord, tout d'abord, en premier. Moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je pensais que les data centers étaient extrêmement importants. Et je pensais aussi qu'avant d'être en mesure d'utiliser l'IA, il fallait aussi être numérisé. Il fallait opérer la transition numérique. Donc, il faut donc une bande passante et il faut des données. Oui, il faut le construire, bien sûr. Mais ça, c'est un bon point. Mais ne pensez-vous pas qu'il y a une politique d'industrialisation à mener? Non? OK, on a un débat. Très bien. Très bien. Moi, je voudrais en Afrique. Il y a beaucoup de communautés qui n'ont pas suffisamment d'accès. Et il y a des inégalités qui se creusent en matière d'adoption technologique. Parce qu'il y a des écarts, il y a aussi les zones urbaines et rurales. Et donc, il y a un fossé qui se creuse entre les deux. Et en termes de politique, il faut promouvoir un accès abordable à l'IA. Plus c'est abordable et plus on pourra le diffuser de façon transsectorielle cela pourra toucher toutes les communautés de la population et cela pourra booster la productivité, surtout dans toutes les régions et en Afrique. Donc, il faut un investissement, il faut permettre aussi une montée en compétences, un accès à des données de grande qualité et à beaucoup de bandes passantes. Dora Rosamond, sur cette politique industrielle, pensez-vous qu'il y a une place à prendre, surtout en Europe ou en Afrique? Oui. Je pense que quand il s'agit d'infrastructures, on a besoin de penser d'abord à l'énergie. En Europe, on a un problème. Notre énergie, nos coûts énergétiques pour le gaz, on paye 3 fois ce que la Chine paye, 3 fois ce que les États-Unis payent. Et donc, on a besoin d'y songer quand on pense aux infrastructures d'intelligence artificielle. Quand on pense à l'IA, ce n'est pas seulement le cloud, c'est aussi l'électricité, c'est l'eau. Les États-Unis ont 51% des data centers du monde. Ils dépensent 600 billions de milliards de dollars là-dedans. Donc, ils ont accès
à de l'énergie qui est à bas prix, abordable et qui est facile d'accès. Et donc, les grands gagnants de cette course seront ceux qui ont cette énergie-là. Quand on pense aux data centers, il faut des systèmes de refroidissement. Et les Chines, en fait, génèrent 2 fois plus d'énergie avec une augmentation de 6% chaque année. Et ils ont une croissance qui est très importante. Dans le marché occidental, nous rencontrons des problèmes de taille. On a été là auparavant. On a besoin de se réveiller. On est devenu dépendant sur le gaz russe. On a vu ce qui s'est produit avec l'Allemagne qui a décidé de changer sa politique nucléaire. On dépend aussi de la puissance nucléaire française. En Allemagne. Et donc, c'est un message important, c'est que la politique industrielle doit s'adapter, et notamment pour créer une nouvelle génération IA. Dora, oui, je suis d'accord. Je pense que il faut mutualiser notre réflexion sur les zones politiques, les zones de politique à développer, l'énergie, la chaîne d'approvisionnement. Pour moi, des partenariats doivent être forgés pour améliorer la chaîne d'approvisionnement, mais pas seulement dans le domaine de l'IA, mais aussi dans l'énergie. Et il faut également travailler avec des partenaires en matière de réglementation, de régulation. Ça se passe déjà en Europe. Il y a déjà un travail, une collaboration avec le Brésil sur l'adéquation en matière de données. Il y a des nouveaux partenariats numériques qui sont déployés et ça, c'est crucial parce qu'on ne peut pas aborder et traiter ces questions tout seul, isolément. Ce n'est pas possible. Et effectivement, des investissements considérables sont nécessaires en Europe en matière d'infrastructure, mais je pense aussi à la chaîne d'approvisionnement dans son ensemble. En Europe, il y a le programme de Gateway mondial qui travaille notamment dans des domaines numériques et je pense que c'est bienvenu. Et la direction que nous avons prise est la bonne. L'éducation, on l'a mentionné, et bien sûr, la réglementation. Il faut s'assurer d'avoir la bonne réglementation pour nous aider, pour aider les sociétés à être orientées dans les bons investissements qu'il convient de faire. Il y a un autre think tank qui a collaboré avec nous et on a eu beaucoup de retours d'informations qui nous disaient que les sociétés voulaient une réglementation, mais la réglementation arrive tardivement par rapport à la fulgurance du développement de la technologie. Et il faut donc écouter à cet appel. Je pense qu'il faut être à cette écoute. J'ai une question pour vous tous à nouveau. Certaines sociétés, notamment les PME, peuvent trouver qu'il est difficile d'avoir l'IA parce que c'est cher, parce qu'ils ne voient pas tous les avantages de cela. Mais est-ce que vous pensez que des mesures incitatives pourraient être mises en place pour les inciter à s'adapter à l'IA? Peut-être des subventions pour la recherche et le développement, pour embrasser ces nouvelles technologies, peut-être avec des allègements fiscaux. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile ou est-ce que c'est une perte d'argent, du gaspillage? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que c'est du gaspillage. Parce que, à nouveau, si vous regardez les sociétés qui ont le plus de gains de productivité, c'est celles qui ont de l'IA. Donc, c'est facile pour une société de logiciels de gagner en productivité rapidement grâce à l'IA. Mais on ne va pas subventionner des sociétés pour introduire des machines spéciales. Parfois, on le fait avec des incitations fiscales, mais ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Pourquoi subventionner une société? Pourquoi octroyer des subventions à une société pour les aider à gagner plus d'argent? Si l'IA est aussi bénéfique qu'on le dit aujourd'hui, les sociétés vont forcément l'utiliser. Le seul problème que je vois, c'est qu'ils ne savent pas comment l'utiliser. Ça, c'est l'éducation. Donc, l'éducation est au cœur du problème. L'IA est complexe.
C'est plus facile, certainement, si vous êtes une société de logiciels et vous allez facilement pouvoir le déployer. Barrière C'est pour la vous. première barrière. It is because you have to adopt it. Oui, il faut d'abord l'adopter. Pardon, je passe du français à l'anglais. Mais l'IA, c'est pas un logiciel, c'est avant tout du matériel informatique. Si vous êtes une société et que vous avez l'IA, vous avez pas forcément une solution. Il faut l'adopter, l'adapter à vos processus. Il faut ensuite saisir les données. Il faut voir comment améliorer votre performance. Il y a une courbe d'apprentissage où on sort de sa zone de confort pour pouvoir intégrer l'IA. Et ça, il faut savoir comment le faire. Et si on ne sait pas, eh bien, c'est difficile. C'est d'où l'éducation. Il faut apprendre à savoir utiliser l'IA. Les sociétés doivent savoir comment utiliser l'IA pour gagner plus d'argent. Donc, pas de subvention pour moi. La subvention, c'est une forme d'étatisation de toute façon, donc je pense que c'est pas une bonne idée en soi. S'il y a des choses à faire, c'est surtout libérer la capacité à investir en infrastructure, c'est-à-dire faciliter les permis, etc. Donc c'est plutôt un pack de politiques publiques qui permettent d'accélérer l'investissement privé, éventuellement avec un peu de subvention, mais franchement, je pense pas que ça soit le sujet aujourd'hui sur les infrastructures. Et par rapport à ce que vous évoquiez sur l'adoption ce qu'on appelle les SMB, Small Medium Sized Businesses, en fait, quand on regarde la structure de revenus de Google, de OpenAI ou d'Anthropic, c'est les segments les plus dynamiques. En vérité, les entreprises de petite taille vont beaucoup plus vite à adopter l'AI que les grandes, parce qu'elles n'ont pas 10 personnes à la conformité, elles n'ont pas des services juridiques qui leur disent « Ah ouais, mais attention, est-ce que la data est processée je sais pas où, etc. » Ils n'ont pas ça. Et ils vont beaucoup plus vite. Et quand on regarde l'adoption, elle est totalement virale. Et donc, le problème, il est plutôt dans les grandes entreprises, en vérité. Donc, et les administrations, j'en parle même pas. Ok. Donc, On parlait de l'éducation. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas aider à la formation des salariés? non, Non. non. Éducation, éducation non, mais- mais pas formation. Non, mais alors, je crois que j'ai entendu un candidat qui voulait lancer un plan à 1 milliard pour former à l'IA. Enfin, est-ce qu'on forme les gens à utiliser Word? Est-ce qu'on forme les gens à utiliser un iPhone? C'est complètement absurde. Il y a des formations à Word dans les entreprises. Oui, ok, mais enfin bon, faut arrêter. On va faire un plan public pour faire ça? Non, alors on peut se dire qu'on peut réfléchir à la réforme de la formation, la filière de la formation professionnelle, par exemple en France, qui coûte un pognon de dingue. Ça, on peut peut-être se poser la question pour la réorienter, la flécher, etc. Mais non, il faut laisser les gens libres en fait, et il faut donner un cadre réglementaire qui permette de le faire. Et je me permets d'insister sur un petit point, c'est que l'Europe est bien réglementée, mais en fait, on ne peut pas réguler quelque chose qu'on ne produit pas. Voilà, enfin, il faut d'abord produire pour pouvoir réguler. C'est comme distribuer les richesses, il faut d'abord les créer. Et donc, en fait, c'est impossible que l'Europe régule avant de produire. Et la posture que les politiques doivent avoir vis-à-vis de l'administration américaine, c'est une posture de deal, c'est pas une posture de réglementation. Et il faut venir avec cette logique transactionnelle. Et par contre, il y a des choses à faire, parce que la bonne nouvelle pour l'Europe, c'est que, on a des talents. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait qu'il y a eu une coupure momentanée sur Mythos et Fable 5. La vérité, c'est que on s'est aperçu que 60% des équipes d'ingénierie d'Anthropic étaient non américaines. Et une grande partie d'entre elles étaient européennes. Et n'avaient plus accès du coup. Mais oui, voilà. Et ce que je veux juste dire, c'est que il nous reste un truc en Europe, c'est les talents. Donc ça, on a des très bons talents, on a totalement des talents scientifiques. Le problème, c'est le cadre qui va autour, c'est-à-dire l'accès au financement et l'infrastructure. Mais ça reste des problèmes totalement prégnants. Et aujourd'hui, en fait, il faut que l'Europe comprenne qu'on est un pays du tiers-monde en matière d'IA. Voilà, on est un pays du tiers-monde. Et c'est pas un problème en soi, c'est un constat lucide qu'il faut faire. Et après, se mettre dans une situation de rattrapage. Et dans cette situation de rattrapage, il faut savoir faire des deals, pas produire de la règle. Et le dernier point, c'est que là où on peut se positionner, il y a des nouvelles ruptures qui arrivent. Et là, l'Europe peut déjà se positionner en avance de face. Exactement ce qu'ont fait les Chinois il y a 20 ou 30 ans dans l'automobile. Ils ont fait du rattrapage et en même temps, ils ont fait de l'innovation. Et ben, nous, on est dans cette situation-là aujourd'hui. Il faut juste l'assumer. Ok. Dora, maybe, parce que I think you don't... Dora, je suis pas sûr que vous soyez complètement d'accord avec ces points de vue. Donc, je crois que c'est une belle transition maintenant de vous écouter. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Que dire?
La question est intéressante, c'est-à-dire l'interventionnisme de l'État ou pas et dans quelle mesure. Parce que avant ce que je fais maintenant, j'ai travaillé dans l'espace politique de la R&D. Et à chaque fois, ce qui était difficile, c'était d'avoir des entreprises familiales qui investissent dans les R&D, mais aussi les grandes entreprises. Parce que le message, c'est de se concentrer sur les nouveaux investissements pour ces technologies qui vont émerger à l'avenir. Je crois donc qu'il existe cet espace pour créer des incitations pour les entreprises, pour que les entreprises ouvrent ces espaces dans leur planification pour s'assurer d'investissements dans ces domaines. Cependant, je suis d'accord avec vous. Ce qui compte, c'est pas simplement l'argent, c'est la formation. Ce qui compte également, comment dire, c'est d'avoir un environnement propice pour les entreprises, pour qu'elles puissent comprendre, en fait, les toutes dernières technologies qui émergent, les dernières évolutions technologiques. J'ai jadis travaillé sur les politiques pour l'innovation et généralement, nous aidons les sociétés, nous les amenons ailleurs sur d'autres marchés pour qu'elles voient les pratiques et ce qui se fait hors des frontières de l'Europe. Personnellement, je pense que c'est un rôle essentiel que les pouvoirs publics pourraient jouer de temps en temps comme ouvreur de porte, facilitateur, si je puis dire, pour les entreprises qui n'ont pas accès à leurs équivalents à l'étranger. Donc, ce qui compte, c'est d'avoir peut-être une approche plus holistique, plus sociale peut-être. Le gouvernement pourrait créer l'environnement propice pour les entreprises pour une meilleure adoption de l'IA. Et là, c'est une idée intéressante. Chukwuka, qu'en pensez-vous? Le rôle des pouvoirs publics et des gouvernements afin d'appuyer les entreprises et les forces de travail. Nous avons parlé de subventions d'entreprises. C'est pas ce qu'ils doivent faire, les pouvoirs publics. S'ils doivent investir dans les infrastructures, dans les compétences, parce que ces investissements vont nous permettre de réduire le coût de l'adoption de l'IA. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Bien. Au début, j'ai fait une séparation entre effet sur l'emploi et la dimension géopolitique. Cependant, vous voyez, pendant ce débat, naturellement, nous avons rassemblé ces deux angles de vue. Bon, j'ai échoué, mais je reviens aux aspects géopolitiques, si vous le voulez bien, quelques instants. Rosamund, je me retourne vers vous, et voici ma question. Aujourd'hui, quelles sont les forces de l'Europe, selon vous, et ses faiblesses? Vous avez déjà souligné quelques faiblesses, notamment dans le domaine énergétique. Quelles sont les forces dont nous disposons dans ce combat, ou peut-être cette concurrence pour l'IA? Bon, si vous avez écouté le Premier ministre hier soir, vous vous souvenez que le Premier ministre a dit que la France, notamment, a les compétences, le savoir, l'expertise pour être résilient dans ce domaine. Je suis d'accord avec le Premier ministre français. Nonobstant cela, il faut rester réaliste. Nous savons que, et je suis d'accord avec Mathieu, leur réglementation vous apporte des avantages pour l'application de l'IA, mais quid de l'infrastructure et des outils? Donc, il faut maintenant aller dans cet espace nouveau. Et la Corée du Sud l'a fait, les Japonais aussi. C'est la question de la souveraineté avec des milliers de milliards d'investissements à la clé. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est là le chemin à suivre, la direction que nous devons prendre. Nous devons utiliser au mieux toutes ces opportunités et également nos avantages stratégiques. Notre marché est grand. C'est le moment. Il faut le saisir. Mais en fin de compte, ce qui compte, c'est les gains, les pertes et la répartition de ces gains, de ces pertes. Pour l'instant, la distribution n'est pas juste. L'adoption de l'IA est absolument nécessaire. Toute entreprise qui est née avec l'IA va bénéficier de gains de productivité, c'est certain. Mais là, une fois de plus, ça dépend de la plateforme, aussi des données que vous produisez. C'est une question géopolitique. Et je crois qu'il va falloir essayer de répondre à cette question et cela nous prendra encore du temps ici, pendant ce débat et les jours à venir. Très bien. Avant de vous redonner la parole, Dora, je me disais que, bien sûr, il faut comprendre que ces gains de productivité sont essentiels pour notre avenir. L'avenir des pays, mais l'avenir des travailleurs, des employés, parce que les salaires reposent sur la productivité. Donc, ceux qui travaillent pour des entreprises qui ont adopté l'IA
vont peut-être bénéficier de ces augmentations de productivité en voyant leur salaire augmenter. Et les enjeux au niveau national sont très élevés quand on parle de revenus ou de salaire, les transferts que l'on voit à l'heure actuelle. Bien, comme l'a dit Mathieu, le PIB par habitant, c'est une notion très importante. Pas simplement pour la création de richesses, mais pour financer les infrastructures souveraines du pays, pour la gestion du vieillissement des populations en Europe et au sein des membres de l'OCDE, la capacité d'adaptation au changement climatique. Donc les enjeux sont énormes quand on prend cet angle. Maintenant, Dora, selon vous, quels sont, au niveau européen, les éléments clés qu'il faut absolument aborder pour encourager l'adoption de l'IA et pour aller dans le sens des gains de productivité? Il y a plusieurs aspects, et nous les avons déjà abordés. Nous avons dit, et c'est vrai, qu'il existe la question de la souveraineté, et vous avez vu le paquet souveraineté qui a été lancé. Et l'objectif de celui-ci, c'est de faire en sorte que nous ayons un système pyramidal en disant, tout en haut, nous avons les éléments qui doivent rester, bien sûr, de la souveraineté de l'Europe. Ensuite, autre niveau, là, on peut s'ouvrir un peu plus au monde. Et un autre niveau plus bas, là, ouverture complète. Et là, il est possible d'avoir des prestataires hors des enceintes européennes. Et quand on déploie cette stratégie, il faut s'assurer, d'avoir cependant des mécanismes de protection et protéger la partie plus souveraine de cette pyramide dans le texte, dans ce paquet. Deuxième chose, nous avons parlé de compétences. Et c'est vrai qu'il faut une stratégie des compétences. Et il y a un projet en cours qui portera ses fruits l'année prochaine ou dans 2 semaines. Cette semaine, j'ai vu que les compétences numériques en feront partie. Maintenant, faut-il le faire au niveau européen? Faut-il le faire au niveau des États membres de l'UE? Bon, ce débat est un débat que nous devons avoir. Les pays peut-être le feront, ou peut-être que c'est l'Europe qui va encourager un partage de savoir en Europe et parmi les économies européennes. Et comme nous l'avons également dit, il y a l'infrastructure qui compte. J'ai parlé du Global Gateway, mais il y a également le budget de l'Europe qui est négocié pour l'instant. Cela prendra encore 6 mois. Nous allons beaucoup parler des financements disponibles pour quelles régions en Europe. Bien sûr, ceci aura des incidences sur les investissements dans les infrastructures. Vous voyez, le sujet du numérique est un sujet qui couvre ces domaines de politique publique qui intéressent l'Europe et sur lesquels nous travaillons. Et notre travail, c'est d'être encore plus ambitieux et de faire en sorte que les voix des entreprises, de la société civile soient toutes incluses alors que nous élaborons ces stratégies. Mathieu, Yann, Rosamund. La taille de l'Europe comme un atout, l'énorme marché, mais aussi un certain nombre de limites en matière à la fois réglementaire. Et on a l'impression, notamment quand je vous écoutais Mathieu, quand vous mentionniez les trillions d'investissements américains, on n'a pas l'impression qu'au niveau européen, on est capable de faire ça. Se pose la question notamment du marché des capitaux au niveau européen. Qu'est-ce qu'il faut, quelle devrait être la stratégie de votre point de vue au niveau européen pour arriver à leverager nos atouts? En fait, il faut couper en deux entre la production de la technologie d'IA et ceux qui l'adoptent, parce que la chaîne de valeur et la répartition de la richesse et la captation des gains de productivité, derrière, c'est la question entre ceux qui produisent et ceux qui adoptent. Mais je trouve qu'on a un exemple très singulier qui est la Corée du Sud, un pays de 40 millions d'habitants, qui a maintenant 2 boîtes qui sont trillionnaires en market cap et qui met une fessée à l'Europe. Et c'est juste 40 millions de personnes. Donc la taille, en termes de production d'IA, n'est pas vraiment forcément décisive en termes de production technologique. Je ne parle pas d'infrastructure. Parce qu'en vérité, avec OpenAI, c'est 4000 personnes, Entreprise, c'est 3-4 000 personnes également. Donc on n'a pas besoin d'avoir un marché de 450 millions pour faire de la production technologique. Donc il y a un mismatch là-dessus, et la Corée est un très très bon exemple derrière ça. Et d'ailleurs, pour vous donner
un ou deux exemples concrets. J'étais il y a quelques semaines en train de visiter le chantier de TSMC qui fait la plus grande usine de chips aux États-Unis, investissement de plus de 20 milliards de dollars. Et j'ai interrogé des gens qui étaient sur le chantier. Les ingénieurs électriques, ils gagnent entre 250 000 et 750 000 dollars. Ingénieur électrique. Donc c'est pour dire quand même que il y a des gains de productivité qui sont captés par des gens. Chez OpenAI et chez Anthropic, vous savez, la rémunération moyenne aujourd'hui, c'est entre 2 et 3 millions de dollars. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la captation de ces fameux gains de productivité que vous évoquez, qui sont hyper importants, mais qui aujourd'hui sont très concentrés sur ceux qui vont produire la technologie. C'est pas sûr que ça durera comme ça éternellement. Hein. Avec la mise en concurrence des modèles, etc., il y a une possibilité, par le biais de la concurrence, de réobtenir un rééquilibrage de ces gains-là. Et la force de l'Europe, ben, en fait, je sais pas, l'Europe reste quand même un marché fragmenté. J'ai entendu hier le chancelier Merz qui disait qu'il va interdire les surtranspositions européennes, des réglementations européennes en Allemagne. Bon, je pense que c'est quelque chose qui me semble absolument nécessaire pour la France également. Donc il y a parce que là aujourd'hui en fait c'est un enfer de développer une entreprise à l'échelon européen. Voilà, c'est un enfer. Et c'est d'ailleurs la preuve, c'est que la plupart des boîtes de tech françaises, le deuxième marché dans lequel se projettent, c'est les États-Unis. C'est jamais l'Allemagne. C'est très rarement l'Allemagne. Et puis je me permets de donner un dernier élément, c'est que l'IA, faut pas oublier que c'est devenu une technologie duale, civile et militaire, et que là, ce qui est en train de se passer, on a évoqué Mythos et tout ça, mais on rentre dans un monde où en fait, il y a des killer apps qui sont dans l'IA et qui font que la question de la souveraineté qui est posée et qui est sous-jacente, elle doit être mise en perspective avec le besoin de protection dont on va avoir, et que si on n'est pas en mesure de produire un minimum de technologie dans ce domaine-là, on risque un asservissement absolument total. Et là, c'est pas un sujet dans 6 mois ou enfin dans 2 ou 3 ans, c'est un sujet d'aujourd'hui en fait. D'accord. Mais quand vous mentionniez, avant de donner la parole à Yann, quand vous mentionniez les trilliards, très rapidement, les trilliards d'investissements, ils vont où aujourd'hui ces trilliards? Ils vont dans quoi? Ils vont dans des data centers, ils vont dans de la capacité de production, ils vont pas tellement dans le développement du modèle lui-même. Ah bah ils vont dans toute la chaîne de valeur, hein, et ça va de la mémoire jusqu'aux chips, jusqu'aux data centers. Mais les data centers, c'est quand même la partie la moins valeur ajoutée dans le tas, quoi. Je veux dire. Donc, okay. Et l'électricité, c'est nécessaire, mais c'est pas là où on capte le plus de valeur ajoutée. D'accord. Donc, okay. Donc voilà, c'est tout l'écosystème, et évidemment, c'est aussi les modèles. Yann, very quickly, because I think Yann, rapidement, parce que je crois qu'il va falloir conclure, et je crois qu'il y a quelques questions dans le public. Oui, je reviens à ce que j'ai dit au début. Nous n'en sommes qu'au balbutiement de l'adoption de l'IA. Et donc, attention de ne pas faire l'erreur et penser que les développeurs américains, les grandes sociétés tech qui ont vachement augmenté, vont continuer comme ça pendant 5, 10, 15 ans. Alors, ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il faut paniquer parce que ce sont des milliers de milliards investis aux États-Unis dans les data centers. Je ne conseille pas en Europe de faire la même chose, pas du tout. Parce que je crois que c'est une bulle. Il n'y a pas besoin de tant de capacité. Ce qu'ils construisent en ce moment, et dans 2-3 ans, ce sera vraiment peu onéreux d'avoir des centres de données, des data centers. Ce qu'il y a de bon en Europe, en tout cas en Allemagne, c'est que les grands industriels allemands ont toujours la possession des données. Ils ne l'ont pas remise dans les mains de quelqu'un d'autre. Ils se sont dit, on va attendre parce que c'est important. Et maintenant, ils veulent utiliser l'IA, leurs propres données pour leur propre processus et pour leur propre IA industrielle. Donc, ils ont la possession des IA. Et dans certains cas, les industriels vont utiliser l'IA, c'est vrai, comme les Allemands, mais ils n'auront pas les gains de productivité de 30% ou 15%. Ce sera beaucoup plus bas. C'est plus bas dans les secteurs industriels. Et nous avons de la chance parce qu'en Europe, nous allons gagner en concurrence, en compétitivité grâce à l'IA dans les années à venir. Et maintenant, les sociétés vont investir là où ils en ont besoin. On ne va pas investir dans des choses dont on n'a pas besoin. Il faut investir lorsqu'il y a un réel besoin. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, nous devons conclure. En tout cas, merci beaucoup. Nous devons nous arrêter là. Merci à toutes et à tous. Très, très bon débat. Nous avons beaucoup appris, je crois. Et profitez bien de cette journée, aujourd'hui, à Aix.